Alors, me revoilà assez vite parce que nous sommes en plein hiver, petite balade matinale pour aller à la rencontre des arbres. Et les arbres, en cette saison, pour la plupart, ont perdu leurs feuilles. Donc c'est qu'il y a d'autres moyens pour les identifier et éventuellement pour les utiliser après. C'est parti. Alors vous savez qu'il existe deux grandes catégories d'arbres, ceux qui perdent leurs feuilles à la mauvaise saison, les arbres à feuilles caduques, et ceux qui conservent leurs feuilles, les arbres à feuilles persistantes. Ceux-là ont des feuilles qui se renouvellent en fait tout au long de l'année. Parmi les arbres à feuilles caduques, il y en a qui conservent les feuilles attachées aux branches, c'est ce qu'on appelle les feuilles marcescentes. Celles-ci, en fait, elles vont sécher, elles vont roussir et rester accrochées au rameau. Ça peut être très utile pour fabriquer un feu par friction, puisque vous allez pouvoir confectionner un nid, en fait, avec ces feuilles qui sont retenues hors de l'humidité du sol. Donc aujourd'hui, je vous propose juste de découvrir mes petits critères pour identifier les différents arbres de nos régions. Là, je vais juste me faire une balade dans un endroit que j'aime bien. Et je vous donne mes critères. Ce ne sont pas forcément des critères botaniques, mais je vous dis l'aspect qui me permet de déterminer les différentes essences. On va donc regarder l'écorce, bien sûr, on va regarder les rameaux, on va regarder les indices que peuvent nous donner tous ces arbres. Et puis on verra bien ce qu'on va trouver. Chaque sortie est une petite chasse au trésor finalement, c'est ça qui est chouette. En l'absence de feuilles, on peut utiliser 3 critères pour déterminer l'essence à laquelle appartient un arbre. Tout d'abord, son port, sa forme générale. Ensuite, son écorce, tant sur sa texture que sur sa couleur. Enfin, les rameaux. Lorsqu'ils sont accessibles au niveau du sol, ils nous fournissent énormément d'informations, notamment grâce aux bourgeons. Mais s'ils sont suspendus dans l'arbre, on peut quand même, de loin, les identifier grâce à leur épaisseur et leur couleur. L'ensemble de ces informations, une fois combinées, peut parfois vous permettre de reconnaître un arbre à des kilomètres de distance. Vous serez alors en mesure de repérer immédiatement dans le paysage les ressources qui vous intéressent et même de deviner ce qui peut bien se produire au niveau de ses racines. À la fin de l'hiver, on a là des arbres qui n'ont pas débourré, ce ne sont pas les feuilles, ce sont en fait les inflorescences, les fleurs qui sont sorties donc en forme de chaton jaunâtre, blanchâtre. Ici, sans faute, il s'agit de saules. Et ça nous traduit le fait qu'ici on a une zone plutôt humide. Alors pas forcément avec de l'eau qui coule, un ruisseau ou quoi que ce soit, mais juste cette espèce de petite cuvette qui doit accumuler un petit peu les eaux de pluie. Un arbre avec un port très globuleux, là, très arrondi, avec des branches qui sont extrêmement fines, très ramifiées, mais beaucoup de finesse à l'extrémité des rameaux. Là on est plutôt sur l'apparence d'un saule, dont il faudrait aller voir plus précisément l'écorce. Et quand vous regardez à la base d'un saule, très souvent on voit des troncs partir dans toutes les directions, mais des troncs qui sont capables d'être relativement horizontaux, puisque l'arbre veut se projeter vers la direction du principal ensoleillement. Donc le sud est probablement par là. Et surtout le saule indique un milieu qui est humide. Pour autant il n'aime pas forcément avoir les racines recouverte par l'eau. Donc ici on est dans une zone humide, même s'il n'y a pas d'eau dans les environs, il y a peut-être un plan d'eau par là, vu qu'il y a plein de phragmites en plus. Donc on est dans un environnement de marais. L'écorce du saule est aussi très craquelée longitudinalement, mais on a en fait des craquelures qui sont presque jointives, mais qui ne se propagent pas les unes les autres, elles ne sont pas vraiment à la suite des autres. Donc on voit plein de petites rayures. Sur les sujets très jeunes, ça peut commencer avec des lenticelles, donc des perforations de l'écorce qui sont plutôt losangiques. Et l'écorce du saule va également accueillir beaucoup de lichens, mais il est plus adapté pour accueillir des lichens plutôt fruticuleux, voire même foliacés parfois, donc des lichens beaucoup plus touffus. Ce qui est un bon signe, ce qui indique en fait une bonne qualité de l'air, mais aussi une bonne humidité ambiante. Chez le saule, voici les bourgeons qui débourrent. On voit qu'il y a cette structure blanchâtre, un peu duveteuse, qui précède
les petites feuilles qu'on voit juste après. Cette structure blanchâtre va libérer très vite les étamines. Donc il s'agit ici des chatons mâles qui vont libérer le pollen. Et lorsque le bourgeon est encore un peu plus avancé, on en a ici, toutes les étamines sont sorties, ça forme un chaton jaunâtre. Les feuilles apparaissent. Donc là, le saule sort d'abord en fait ses fleurs avant de sortir ses feuilles. Donc là, l'écorce typique du saule avec ses craquelures là sous forme losangique. Alors ça dépend des espèces, mais certaines fois les lenticelles sont vraiment losangiques, comme si on avait enfoncé un clou à section carrée et qu'on l'avait retiré. Donc ça fait vraiment des stigmates dessus. Le saule, donc, son écorce peut être utilisée pour en extraire une molécule très semblable à l'aspirine, l'acide salicylique, qui peut traiter donc les douleurs et les maux de tête. Donc soit on fait sécher l'écorce du saule, on la broie ensuite dans un petit peu d'eau et on boit la solution, c'est très amer, c'est très mauvais. Ou alors on prend les plus jeunes rameaux et on les mâchouille le temps d'une balade. Et sinon, l'écorce interne peut servir à fabriquer des ficelles. Le saule a un bois relativement souple, qui est assez intéressant. Et puis, je trouve que ça fournit un très bon petit bois également au feu de camp. En bord de chemin et de champ, ici un arbre avec un port extrêmement broussailleux. Et surtout, on voit des rameaux relativement épais qui se terminent par des branches tout de suite, par des petites pousses extrêmement fines en fait. Donc le contraste de taille entre les derniers rameaux et les précédents est assez marqué. Et quand on regarde les bourgeons, ils sont de couleur rougeâtre. L'extrémité des rameaux est très très brun et il y a une espèce de petite pellicule blanche sur ces petites branches là. L'écorce en elle-même, elle est très accidentée. Elle paraît presque malsaine. Elle accueille beaucoup de lichens également qui se répandent en taches, surtout des lichens foliacés. Donc là, en fait, on est sur un petit pommier. Bon, petit, ça doit quand même faire vachement longtemps qu'il est là. Bon. Le faisan, c'est un oiseau qui est caractéristique des milieux assez ouverts, donc plutôt les prairies, les pâturages. Ici, c'est une zone humide qui est relativement plane, avec peu d'arbres. Donc ça, c'est le milieu typique pour le faisan. Donc si vous entendez un faisan, si vous voyez un faisan, vous savez qu'aux alentours, vous allez sortir du bois. Allez, on repart. Ici, un port très fouillis avec plein de troncs de rejets qui partent du même point. Des rejets donc qui peuvent être relativement droits, qui peuvent être très utiles pour faire des drills pour le feu par friction. Une écorce que l'on devine assez lisse, qui peut avoir une couleur brune. Là, elle apparaît un peu grisâtre dans le soleil du matin. Et surtout, plein de chatons jaunes. Donc en hiver, ces chatons-là, ils peuvent être jaunes, ils peuvent être un peu orangés, ocre. Là, c'est caractéristique d'un noisetier. Le noisetier, dès qu'on le coupe, il va produire de nouveaux rejets. Donc là, probablement qu'on s'est acharné dessus ou que certains animaux sont venus en manger les branches. Du coup, à chaque fois, ils forment des rejets qu'on a laissés, visiblement, ici, sans les couper. Et donc là, il nous fait un beau port un peu évasé, un peu en trompette. Là. Le noisetier, les chatons sont comestibles, les jeunes feuilles sont comestibles. Le bois est très bon pour fabriquer différents outils, différents objets. Et surtout, moi j'aime bien les rejets qui sont bien droits pour faire des drills pour le feu par friction. Principalement le feu par friction à l'archer. Alors, voici un arbre vu de loin. Moi, ce que je lui trouve de caractéristique, donc c'est cette espèce de dôme qui est formé là. C'est globuleux en fait. Et surtout, ces rameaux qui sont un peu grossiers. Ils sont vraiment épais, ils partent dans tous les sens. Et à leurs extrémités, on voit qu'ils ont toujours cette tendance à être recourbés vers le haut, comme s'ils allaient chercher la lumière. Je fais un zoom.
On voit que ça part vers le haut, on voit que ça se recourbe en fait au dernier moment. Et en plus, voilà, ils sont assez épais, assez grossiers. Là, autre indice, il reste des fruits qui sont suspendus. Ce sont des samars, on appelle ça même, il me semble, des langues de chat, si je dis pas de bêtises. Cet arbre, vu de loin, c'est un frêne. Voici l'extrémité d'un jeune rameau avec ses bourgeons noirs qui sont vraiment caractéristiques. L'écorce du frêne est grise tout d'abord et relativement lisse, on voit quand même pas mal d'aspérité. Et plus il va vieillir, plus il va se craqueler. Et à la fin, ça va vraiment devenir extrêmement rugueux. J'essaierai de trouver un exemplaire beaucoup plus âgé. On note aussi qu'ils accueillent énormément de lichens de couleur jaunâtre. Alors, on devine la zone humide qui est derrière, mais en avançant un petit peu ici, on voit un arbre qui porte encore beaucoup de choses à l'extrémité de ses branches. Quand on zoome, on devine des chatons un petit peu bruns, qui sont très pendants, très allongés, et des espèces de petits globules noirs là. Ça, c'est un aulne glutineux qui est également caractéristique des zones humides. Donc, puisqu'il y a un saule à côté, on est sûr et certain que par là, il y a de l'eau. Ça, c'est clair et net. Quand on va regarder les bourgeons de l'aulne, je trouve qu'ils ont toujours une petite couleur un peu violacée, un peu mauve, sur des rameaux qui sont plutôt marron brun. Mais bien sûr, la grosse caractéristique, ce sont les chatons qui peuvent traîner encore à l'extrémité des branches, et surtout les espèces de petits globules beaucoup plus foncés, comme ceci. Ça, c'est l'aulne glutineux. Alors en soi, il n'y a pas énormément d'utilisation, hormis des utilisations médicinales, que moi je n'utilise pas. Et son bois n'est vraiment pas terrible pour le feu de camp. Il craquelle beaucoup, il projette des escarbilles, il fume. Donc c'est vraiment pas un arbre que j'utilise au camp. Par contre, c'est vraiment un signe qu'il y a de l'eau à proximité. Un signe de navigation naturelle. Il se reconnaît très facilement à ses feuilles lorsqu'il y en a, ou alors donc à la quantité de choses qui restent accrochées sur lui. Un signe qui ne trompe pas, même s'il est recouvert de lierre, ce sont ces branches là, très verticales, qui s'élancent pour aller chercher la lumière. Et cette écorce à la base là, qui est très très craquelée, on a l'impression de voir des lambeaux qui sont entremêlés en fait. Cet aspect très grossier et accidenté du tronc, il s'agit bien là d'un sureau. On a déjà des bourgeons de sureau là qui sont en train de débourrer. Pourtant on est relativement tôt dans l'année. Et donc sur cet arbre on voit ces tiges secondaires qui sont très très droites et qui s'élancent vers le ciel. Alors elles sont intéressantes parce qu'elles font des bonnes drilles pour le feu par friction manuelle, même si en fait il faut trouver le bon rameau, puisque ça a tendance à pourrir très vite. L'intérieur étant creux, en fait il y a une moelle à l'intérieur de chaque branche, et cette moelle forcément elle est spongieuse. Donc il faut réussir à trouver un rameau qui est un bois suffisamment épais en fait, avec une moelle assez réduite. Donc ça, il faut juste tester. Celui-ci doit être pas mal. En général, elles sont vraiment de couleur grise. Celui-là, il est encore vivant, donc il faudrait le laisser. Foutez-moi la paix, bande de pigeons. Celui-ci, il faudrait en fait le faire sécher. On a ici un arbre que je ne m'attendais pas à trouver en pleine forêt, lors de la balade. Mais en fait, son écorce est particulièrement caractéristique, donc il n'y a aucun doute à avoir. On a l'impression de voir un motif de camouflage. Il n'y a qu'un arbre sous nos contrées qui permet de voir ça, c'est le platane. Alors on a plutôt l'habitude de voir le platane en pleine ville, et d'ailleurs c'est un bon moyen d'orientation, puisque cette écorce en fait elle va avoir ces taches là parce qu'elle va se desquamer, se détacher par petites plaques,
Et cette réaction est accélérée par la chaleur et l'ensoleillement, ce qui fait que du côté le plus exposé au soleil, en général, l'écorce est beaucoup plus jeune, beaucoup plus claire, tandis que toutes ces plaques grises restent attachées du côté du moindre ensoleillement, donc plutôt le nord. Donc en ville, quand vous voyez un platane avec le tronc quasiment lisse et bien blanc, ça signifie qu'il est bien exposé au sud. Donc l'ancienne écorce est éliminée, elle est renouvelée en permanence et ça forme donc ces patchs de couleur un peu plus claire, tandis que l'ancienne écorce est beaucoup plus sombre, grise et accueille des mousses, des lichens et des algues. Et même si vous avez un doute, tournez-vous vers la litière et vous allez y trouver des feuilles mortes, en général pas trop loin de l'arbre que vous étudiez. Et là, on a bien une feuille caractéristique du platane et pas de l'érable. L'œil des ours commence à montrer le bout de son nez. Difficile encore de voir le port général puisqu'on est en plein milieu d'un chemin forestier. Nous avons cet arbre-là, alors avec son écorce qui est vraiment grise et lisse. Bon, il est colonisé par le lierre. Un fût qui est bien droit, qui monte, et d'un coup on a l'impression que paf, il y a l'explosion de toutes les branches. On le voit particulièrement sur celui qui est derrière. Donc, toutes les branches semblent partir du même endroit, et sinon l'ensemble du tronc est bien rectiligne. Avec une écorce bien lisse et grise, elle peut être légèrement craquelée dans le sens de la longueur, mais pour ça il faut vraiment se rapprocher. Alors ça, ce sont les arbres parmi les plus majestueux de nos forêts avec les chênes, ce sont les hêtres. Donc, voici un exemplaire de hêtre avec son écorce bien grise, le tronc qui monte bien droit, et ensuite on commence à avoir des branches. Donc détail de l'écorce du hêtre, et ça peut lui arriver d'accueillir des films d'algues qui vont colorer l'écorce à la base grisâtre. Donc ici on voit des traînées vertes, donc ce sont bien des films d'algues, des biofilms. Ce n'est pas de la mousse. La mousse on en voit au pied du hêtre sûr. Alors ici des exemplaires assez représentatifs, surtout qu'il y en a un jeune à droite et deux très vieux juste à côté. On voit bien la texture de l'écorce. Donc forcément, comme on est en pleine forêt, il est difficile de montrer leur port général. Mais ce qui va être caractéristique sur le jeune individu qui est là, on voit qu'il a vraiment une tendance à fabriquer des branches, des touffes de branches même, un petit peu partout. Vraiment, on a l'impression que les branches n'ont qu'une envie, c'est de sortir de l'écorce à toutes les hauteurs possibles. Ce qui fait que quand il est plus âgé, on va avoir des branches qui ne sont pas localisées toutes à l'extrémité, mais vraiment elles partent à différentes hauteurs. Et son écorce aussi, on voit qu'elle est, elle est crevassée, elle est texturée et surtout elle est striée. On dirait qu'il y a des rayures, un peu comme les rayures d'un tigre. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc, son écorce a tendance à accueillir aussi pas mal de lichens, en général des lichens de couleur blanche. Là on voit que la couleur n'est pas franche, on a des taches verdâtres, grisâtres. Donc on n'est pas du tout sur la face la plus exposée au soleil. Donc on sait que ce côté-là, ça sera certainement pas le sud. Bon, j'arrive un peu tard, donc les bourgeons commencent à débourrer. Mais donc pour reconnaître les rameaux du charme, déjà ils sont assez sinueux. Et ils ont cette tendance à avoir à l'extrémité une sorte de brun un peu rougeâtre, parfois un peu mauve, en tout cas assez sombre. Et surtout ils sont extrêmement fins. Contrairement au frêne qui est vraiment grossier, là les extrémités du charme sont vraiment très très fines. Ça fait un excellent petit bois pour allumer un feu. À mon grand dam, je n'ai pas rencontré durant ma balade les bouleaux.
Ces arbres à l'écorce blanche avec des lenticelles horizontales, et pourtant Dieu sait qu'ils sont utiles puisqu'ils peuvent vous servir à fabriquer des contenants ou à allumer le feu grâce à leur écorce, grâce à leurs brindilles. Vous pouvez également utiliser leurs racines pour faire des cordages, et sachez que le bouleau est un arbre héliotrophe, il aime beaucoup l'ensoleillement, c'est pourquoi on le rencontre principalement au sud des parcelles forestières. Voilà, la balade est terminée, et même si on n'a pas vu des espèces très représentatives comme le chêne par exemple ou le bouleau, qui sont très utiles pourtant en bushcraft, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre à identifier quelques essences d'arbres. Donc vous voyez qu'on peut se baser sur leur aspect de loin, sur leur écorce lorsqu'on se rapproche, et vraiment quand on veut aller dans le détail sur les rameaux et les bourgeons. Pour en apprendre davantage sur la nature, apprendre à reconnaître des ressources pour bien les utiliser sur le terrain, vous pouvez vous tourner en particulier vers mon dernier livre, Le Grand Guide du Bushcraft, publié aux éditions Solar. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous.